Proust, consolation, c'est le 4. Ça fait trop? Non. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Elle vient d'où cette phrase? Elle me remonte comme ça, mais oh là là. Consolation, il y en a besoin. Et Proust, il suffit d'ouvrir. Je sais pas combien de temps ça va durer, nos affaires. Autant en profiter. Alors c'est une histoire que racontait Jérôme Lindon, enfin en tout cas quelque chose qu'il aimait beaucoup à raconter. Et ça concernait Alain Robbe-Grillet. Robbe-Grillet était capable de réciter les 70 premières pages de la recherche du temps perdu sans se tromper. Alors évidemment Robbe-Grillet c'était quelqu'un qui avait ce mental si particulier, c'était aussi un ingénieur agronome de formation, capable d'ouvrir un annuaire téléphonique, rester quelques secondes sur toute la liste des noms, et puis hop, vous la récitez avec tous les numéros. C'est compliqué ces gens, et c'est mystérieux ces choses. Mais le début, les 70 premières pages de la recherche du temps perdu, c'est quand même pas un annuaire téléphonique. Alors, la première phrase, l'incipit de la recherche, tout le monde le connaît. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et puis, dès la deuxième page, c'est cette attaque dont Georges Perec a fait tout un livre et un film. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct, en s'éveillant, et il lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. Et évidemment, une page, là encore, tellement d'anthologie. Et puis juste après, ensuite vous aurez la petite Madeleine. Ça vient un petit peu plus tard quand même. Mais peut-être que la Madeleine de Proust, on se la chopera, parce que ça m'énerve un peu, ce genre de trucs, d'étiquettes qui sont collées alors qu'il n'y a aucune justification. Il y a la lanterne magique et son rôle si particulier. Alors c'est de ça dont je voudrais m'occuper aujourd'hui, avant peut-être une série sur les sources. Qu'est-ce qui a fait qu'à 37 ans, Marcel Proust bascule dans l'écriture de la recherche qui va le mener ensuite jusqu'à ses 51 ans. À Combray, tous les jours, dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester, s'endormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. On avait bien inventé, pour me distraire les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux, de me donner une lanterne magique, dont, en attendant l'heure du dîner, on coiffait ma lampe, et à l'instar des premiers architectes et maîtres verriers de l'âge gothique, elle substituait à l'opacité des murs d'impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores, où des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Alors, si on s'arrête un petit peu, vous avez tous ces mots qui sont ceux de l'impalpable, de l'instable, impalpable, irisation, surnaturelle, apparition multicolore, légende dépeinte, vitrail, vacillant, momentané. Le vitrail reviendra souvent par sa composition en petites flaques de couleurs autonomes, comme ceux de Chartres, tout près de Combray. Qu'est-ce que c'est lanterne magique? Alors, la lampe, c'est la brave lampe à pétrole, vous savez, ce tube vertical, un bulbe, et puis la mèche qui trempe dans le réservoir de pétrole, et puis on règle la petite molette pour avoir la flamme, et ça, on le coiffe avec ce cylindre pourvu d'un objectif, non, ça c'est le mot d'aujourd'hui, mais enfin en tout cas, la lentille qui projette. C'est important parce que, par exemple, on s'imagine toujours que le cinéma dérive de la photographie. La photographie 1845, enfin 1834, Daguerre, Talbot, et puis ensuite 1890, les frères Lumière. Qu'est-ce que c'est du cinéma? À l'origine, c'est 12 images par seconde. Oui, mais cette question de l'image animée, elle prime
la question même de la technique. C'est-à-dire, si vous vous rendez à la Cinémathèque, à Bercy, pas en ce moment, c'est fermé. Je crois qu'on a environ 15 000 de ces petits bandeaux de carton qu'on fait glisser devant l'opercule, et ils remontent au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'on a 300 ans d'histoire d'images animées avant que l'invention de la photographie vienne la relayer et que le cinéma existe. Alors, dans ces petites choses qu'on promène devant la lentille et que la flamme de la lampe à pétrole va projeter sur les murs, il y a des voyages, il y a des aventures, il y a des contes. Quand moi j'étais petit enfant, on avait encore ces petits trucs de stéréoscope. Alors là, c'était une bande verticale, mais on avait 2 images, alors ça donnait un vrai truc de relief. C'est comme ça que j'ai connu Don Quichotte, que j'ai connu Les Mille et Une Nuits. Alors évidemment, avec ces toutes petites réductions, mais quand même, l'émerveillement de l'image. Alors ça pose aussi la question du rapport de Proust au cinéma. Évidemment, c'est présent dans la recherche, mais c'est pas grand-chose. C'est la métaphore, comme au cinématographe. C'est toujours un petit peu même condescendant. Alors que en 1911, les textes de Blaise Cendrars à New York sur le cinéma, mais c'est fascinant, hein, la perception synesthésique d'une ville. Ou 1909, la première fois que Franz Kafka va au cinéma et qu'il nous raconte, je crois que c'est un film de Charlie Chaplin, mais ce texte de Kafka est fabuleux, formidable. C'est-à-dire, c'est toujours moi quelque chose qui m'étonne. La façon dont quelqu'un comme Marcel Proust peut sentir avec quelle sensibilité totalement exacerbée l'avion, on en parlera, le téléphone, on en parlera. Mais quelque chose d'aussi important que le cinéma, non, il cale. Retour à la lanterne magique. Mais vous voyez maintenant un petit peu mieux comment ça se passe. Mais ma tristesse n'en était qu'accrue, parce que rien que le changement d'éclairage détruisait l'habitude que j'avais de ma chambre, et grâce à quoi, sauf le supplice du coucher, elle m'était devenue supportable. Maintenant, je ne la reconnaissais plus, et j'y étais inquiet, comme dans une chambre d'hôtel ou de chalet où je fusse arrivé pour la première fois en descendant de chemin de fer. Au pas saccadé de son cheval, Golo, G-O-L-O. Et ce mot de Golo, comment utiliser quelque chose ? Swan, S-W-A-2-N, on a quand même 5 lettres, une seule syllabe. Mais ce Golo a une sorte de déjà, il traverse à cheval la page 5 de la recherche, plein d'un affreux dessin, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d'un vert sombre la pente d'une colline. C'est déjà le paysage devenu abstraction et géométrie, vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. Ce château était coupé selon une ligne courbe, toujours la façon dont la géométrie prime la question du sens de l'image, qui n'était autre que la limite d'un des ovales de verre ménagés dans le châssis qu'on glissait entre les coulisses de la lanterne. C'est-à-dire que l'instrument, l'appareil, est décrit, est saisi dans sa fonction. Et c'est la distorsion ou le détournement de cette fonction qui va fabriquer non pas le texte, c'est pas ça qui nous intéresse, mais comment le texte va pouvoir ouvrir à la mémoire de Combray et l'ensemble de la recherche du temps perdu qui n'est pas encore accessible à celui qui l'a. Tout ce qu'il a fait, c'est de décrire son sommeil. Ce n'était qu'un pan de château. Il avait devant lui une lande où rêvait Geneviève qui portait une ceinture bleue. Le château et la lande étaient jaunes. Je n'avais pas attendu de les voir pour connaître leur couleur, car avant les vers du châssis, la sonorité mordorée du nom de Brabant me l'avait montré avec évidence. Golo s'arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix par ma grand-tante. C'est-à-dire le petit bandeau avec les images qu'on déplace devant l'opercule et la lentille
C'est eux qui réagissent à ce qu'on installe uniquement par ça, c'est-à-dire la grand-tante, brave dame, est en train de lire sagement, soigneusement, l'histoire de la légende. Mais c'est pas le narrateur qui l'écoute, c'est le petit personnage qui se déplace. Golo s'arrêtait un instant pour écouter avec tristesse. Le mot tristesse, on l'utilisait déjà pour le narrateur. Le boniment, prends ça dans ta figure, lu à haute voix. Par contre, la question de la voix, là, c'est essentiel. C'est-à-dire, on en reparlera plus tard dans François le Champy et sur Georges Sand. Vous savez que ça a un rôle énorme dans l'ouverture de la recherche, mais qu'on le retrouve tout au bout dans le temps retrouvé. La lecture à haute voix prime l'apprentissage mental, linéaire, abstrait de la lecture. Golo s'arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix par ma grand-tante et qu'il avait l'air de comprendre parfaitement, conformant son attitude avec une docilité qui n'excluait pas une certaine majesté aux indications du texte. Puis il s'éloignait du même pas saccadé. Je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s'avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant dans leur fente. Alors c'est important parce que pour faire ce petit mouvement de cheval, évidemment vous avez deux images de cheval avec le cavalier, ses jambes repliées dans deux sens, et vous faites des petits allers-retours. Et les petits allers-retours font que vous avez l'impression que le cheval avance. Si c'est l'image, ah oui, mais là, tout d'un coup, ça y est, on vous a piégé. C'est-à-dire que vous regardez le petit cheval qui bouge, et puis non, on est passé dans quoi? Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuaient à s'avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant dans leurs fentes. Le corps de Golo lui-même, d'une essence aussi surnaturelle que sa monture, s'arrangeait de tout obstacle matériel, de tout objet gênant qu'il rencontrait en le prenant comme ossature et en se le rendant intérieur, fût-ce le bouton de la porte, sur lequel s'adaptait aussitôt et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle, toujours aussi noble et aussi mélancolique, mais qui ne laissait paraître aucun trouble de cette transvertébration. Alors, ce mot de transvertébration qui fait que Gide, enfin il y a la même chose, il y a les vertèbres dans le front de la tante Léonie, mais c'est cette répétition qui avait tant fait hurler Gide, fait que le manuscrit de Combray et Swann avait été refusé par la NRF. Mais là pour moi il y a tout. C'est-à-dire que l'image, ce qu'il y a autour, on ne sait pas. L'enfant connaît son expérience du sommeil. Il sait que dans l'absence ou l'impossibilité de sommeil, on lui faisait cette lanterne magique, que la voix, il ne l'entend pas. Même Golo, ça ne l'intéresse pas, c'est du boniment. Par contre, l'image, elle se déforme, elle montre, alors il y a les rideaux, le plafond, tout ça. Mais c'est rien qu'une image dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est l'essence de Golo est d'être une image qui se déforme, jouant sur les murs. Par contre, il y a le bouton de porte. Et si vous connaissez le petit musée d'Illier-Combray, ces boutons de porte, ils y sont toujours. Même si la maison a été refaite dans les années 1950, j'ai toujours eu l'impression qu'à Combray, cette réfection de 1950, elle était tout droit venue des années 1900. C'est après que ça s'est... Alors en ce moment, il va y avoir des travaux de réfection, on parle même de mettre un ascenseur. Oh, ben évidemment, moi, je me suis pété le tendon d'Achille il y a 2 ans. J'ai apprécié les ascenseurs dans des lieux comme ça. Il est hors de question de critiquer ça, mais j'espère qu'ils ne vont pas toucher les petits boutons de porte. Ça veut dire quoi? C'est quoi le bouton de porte? C'est un ovale. Mais c'est un ovale de cuivre ou de laiton. Allez, disons de laiton. Ça veut dire qu'il est poli, il est astiqué. Et ça veut dire que tout d'un coup, l'image floue de Golo qui se déforme sur les rideaux, alors évidemment sur ce petit ovale, elle est déformée aussi. Vous savez, si on s'approche de ce genre de truc, on a soi-même comme si on était dans un objectif fisheye, comme on dit, mais tout d'un coup, elle est nette. Et parce que l'image est nette, même déformée, à ce moment-là, le bouton de porte devient net. C'est-à-dire que les rideaux, les plafonds, c'est rien que l'image qui se déforme. Mais tout d'un coup, sur le bouton de porte, là, quelque chose accroche. Et à ce moment-là, le bouton de porte, vous l'avez en mémoire. Et si vous l'avez en mémoire, eh bien vous pouvez mettre la main, tourner la poignée et sortir. Et la maison, elle est à vous. Et je pense que c'est
pour cette raison-là que ce texte de la lanterne magique, il est fondamental au début de la recherche. On n'est pas en possession de la mémoire de cette maison. Et on ne le sera pas avant, une dizaine de pages plus loin, la Madeleine. Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s'avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant dans leurs fentes. Le corps de Golo lui-même, d'une essence aussi surnaturelle que celui de sa monture, s'arrangeait de tout obstacle matériel, de tout objet gênant qu'il rencontrait en le prenant comme ossature et en se le rendant intérieur. Fût-ce le bouton de la porte sur lequel s'adaptait aussitôt et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle, toujours aussi noble et aussi mélancolique, mais qui ne laissait paraître aucun trouble de cette transvertébration. Certes, je leur trouvais du charme à ces brillantes projections qui semblaient émaner d'un passé mérovingien et promenaient autour de moi des reflets d'histoire si anciens. Mais je ne peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion du mystère et de la beauté dans une chambre que j'avais fini par remplir de mon moi au point de ne plus faire attention à elle qu'à lui-même. L'influence anesthésiante de l'habitude ayant cessé, je me mettais à penser, à sentir, chose si triste, ce bouton de la porte de ma chambre, qui différait pour moi de tous les autres boutons de porte du monde, en ceci qu'il semblait ouvrir tout seul, sans que j'eusse besoin de le tourner, tant le maniement m'en était devenu inconscient. Le voilà qui servait maintenant de corps astral à Golo. Et dès qu'on sonnait le dîner, j'avais hâte de courir à la salle à manger, où la grosse lampe de la suspension, ignorante de Golo et de Barbe-Bleue, qui connaissait mes parents et le bœuf à la casserole, donnait sa lumière tous les soirs. Et de tomber dans les bras de maman, que les malheurs de Geneviève de Brabant me rendaient plus cher, tandis que les crimes de Golo me faisaient examiner ma conscience avec plus de scrupules. Voilà, c'est tout ce passage. Mais il est décisif, parce que quoi ? Il y a un truc que j'ai pas souligné. Golo s'arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix. On en a parlé. Mais qui écoute avec indifférence ce boniment de la grand-tante qui lit le texte de Golo et de Geneviève de Brabant ? Eh bien, regardez comme c'est discret. Rien ne pouvait arrêter sa lente chevauchée. Ce petit carton avec les deux images qu'on fait alterner pour que le cheval galope. Et là, si on bougeait la lanterne. Mais qui est le on ? On a du jeu. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Si on bougeait la lanterne. Le narrateur passe à l'espace neutre. Si on bougeait la lanterne, eh bien c'est lui qui est déjà. Le on, c'est quoi ? C'est juste un truc de temps. C'est-à-dire que si on bougeait la lanterne, ça veut dire que lui, le petit narrateur, il a pris sa lampe avec la main. Et c'est lui qui déforme l'image en la passant sur le rideau. Vous avez une lanterne magique, c'est quand même quelque chose, c'était pas populaire, même si c'est répandu, mais c'est quand même, une lentille optique, c'est des objets qui sont aussi l'apanage des enfants nobles. On en a de très anciens, mais, c'est un apanage social. Donc, ce détournement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant que la vieille tante lit l'histoire, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne l'écoutez plus. Sauf qu'il dit que c'est Golo qui ne l'écoute plus. Et lui, il prend sa petite lampe, et avec son capuchon et son gros opercule, et c'est lui qui bouge l'image. Mais ça, il ne le dit pas. Si on bougeait la lanterne, si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo, qui continuaient à s'avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, dans leur ventre. Pas plus que ça, il faut être discret. Il n'y a pas de démonstration à faire dans des analyses de texte. C'est juste ce « on » et ce « je » qui font que, par rapport, on se détache de la voix. Mais la voix qui fait que lire, contrairement à la mère, quand elle incarnera, ou la François Le Champy, ou quand la grand-mère lira du Sévigné, c'est dans ce geste, on projette l'image. Ce qu'il y a autour de soi n'est pas perceptible. La chambre n'est que le réceptacle d'habitude. Elle est, il le dit clairement, une sorte de confusion qui mêle le moi et les habitudes. Donc, si on va les mains vers les murs,
On ne rejoint que ce moi obscur, ce moi dans ses insomnies ou sa détresse. Comment rejoindre la maison de Combray? Eh bien, l'image, vous la séparez du sens. Vous la séparez de Golo courant à cheval vers Geneviève de Brabant. Et à ce moment-là, il y a quoi? Il y a l'image qui est nette sur le bouton de porte. Et là, vous pouvez l'attraper. Et la recherche va commencer.